Et nous avons besoin aujourd'hui de chercher la petite bête, un sport que nous aimons bien. Eh bien, nous nous tournerons vers notre vétérinaire de choc et de charme, Marie-Claude Bomsel. Bravo, bravo, bravo. Cette bonne nouvelle, je ne la connais pas. Vous allez voir. Et quelqu'un qui connaît admirablement le zoo artistique, côté cinéma, côté théâtre, et qui fait admirablement la cuisine, ce qui, à nos yeux, est au moins aussi important. Macha Merrill. Mais il faut savoir les faire manger, ces petites bêtes. Oui, encore qu'il y en ait qui aient des réserves, comme Carlos. Et d'autres qui, derrière les fourneaux, supportent la concurrence, comme Guy Montagnier. Ah bon ? Mais elle est très mignonne, la petite nouvelle, Philippe. Elle est charmante, et alors, elle connaît plein de choses. Or, je me suis aperçu qu'il y a environ une question sur 10 des grosses têtes, et ça depuis près de 20 ans, qui concerne les bébêtes. Bah oui, vous parlez de moi souvent. Est-ce que vous êtes libre en tant que médecin est-ce que vous voulez dire ça? Vous occupez des grosses bêtes aussi. Moi, j'ai attrapé la myxomatose avec une fille qui avait un bec de lièvre. Est-ce que vous pouvez arranger ce que... J'ai mal à la guénia. Et j'ai eu un clistère de la chambre jaune hier et ça fait très mal. Hein. Oui. Voilà. On va venir consulter, effectivement. Ah, je consulterai avec grand plaisir. Rassurez-vous, là, il vous a tout dit. Oui, j'espère. Non, bah, j'ai une histoire sur les os. Mais il connaît pas bien la médecine, Carlos. La dernière fois qu'il a pris sa température, il s'est filé des écharpes. Il a oublié la planche en bois, ça fait un mal de chien. Non, c'est pas tellement ça. C'était un mec qui était en période de chômage et en hiver. C'est un gars que j'ai rencontré il y a pas longtemps, c'était un mois avant Noël. Il est vraiment, ses enfants le regardaient tous les jours avec des grands yeux, ils avaient faim. Sa femme n'osait plus lui faire de réflexion, il cherchait, je te jure, il cherchait du boulot, ce mec. C'était le 22 novembre. Et il voit une affiche, une annonce, Zoo de Vincennes, urgence, cherche personnel. Il arrive, il dit, monsieur, je viens pour l'annonce du Zoo de Vincennes. Ah, vous savez pourquoi ça? Il dit non. Il dit, voilà, c'est le mois de novembre, les animaux ont froid. Ça va être décembre, il va faire très froid. La preuve, il savait même pas à quel point ça allait faire froid. Et il dit, on est embêté parce que les singes, en ce moment, on n'avait plus que 2 couples. Et ils ont tous les deux attrapé la myxomatose. L'autre, il tousse, l'autre a une angine. Et on n'a plus de singes. Alors, comme les mômes vont arriver, que c'est Noël, il suffit simplement de venir prendre votre travail à 7h30 du matin. À 8h, vous rentrez dans votre pot de singe. Vous avez une demi-heure pour bouffer. Faites le singe jusqu'à 6h. Après, les eaux ferment, vous vous barrez. Il dit, écoutez, je me suis prêt à accepter tout. J'étais ingénieur à Toulouse, à l'électronique, et je veux bien, je peux essayer le costume. Il essaie le costume de singe, c'est bien fait, on lui fait des retouches, il est parfait. Bon, vous commencez demain matin, très bien. Et le lendemain matin, il est là, en singe, il s'assoit, il se fait un peu chier, il n'a pas amené de bouquin pour pas... Il n'a pas le droit, tu vois. Et puis les gosses commencent à arriver à lui faire des signes. Alors il adore les gosses, tu vois, surtout il pense aux siens qui ont faim et le métier à la con qu'il est obligé de faire pour vivre, et il leur fait des signes. Puis les mômes ont pas l'air très contents, alors il saute sur une branche, puis il se balance. Puis les mômes commencent à rire, alors il est heureux, puis il fait 2-3 tours en se balançant, puis les mômes rient encore plus, alors il lâche une main, il leur fait bonjour, il tourne, et tout d'un coup, le pauvre mec n'est pas habitué, il lâche, sa main lâche, et il tombe dans la cage des lions au milieu à côté. Et il commence à hurler en essayant d'enlever son manteau, là, son habit de singe. Mais non, merde, fais chier les chômeurs, je suis pas un singe, je suis un homme, excusez-moi. Et il y a un des lions qui lui fait, ferme ta gueule, tu vas tous nous faire virer. La première... Guenon, la première Guenon. La première question, parce qu'il y en a quand même quelques-unes, ne nous sortira pas de l'univers animalier. Puisque Madame Tolson de Calais la formule ainsi. Qui a dit « Ma femme dit tout le temps qu'elle est sans défense, heureusement pour elle, car grosse comme elle est, on la prendrait pour un éléphant. » Doris. C'est Pierre Doris. Bonne réponse de Carl. C'est lui qui disait, écoutez, prenez ma femme, s'il vous plaît. Une question de Monsieur Robin de Marseille, toujours animalière, qui a dit « Ne traite pas le crocodile de sale gueule avant d'être complètement sorti du marigot. » Oh, c'est joli. C'est un Africain noir. C'est un Français qui était auvergnat, écrivain de grande lignée,
pas extrêmement connu, mais dont on ne cesse de redécouvrir le talent depuis sa mort. Qui a travaillé à RTL, non? Non, Écrivain. Romancier. un romancier. Oula. Avec Auvergnat. certains de ses livres ont été portés au cinéma. En passant. Yves Robert a tiré de très Marcel jolis Aimé films. Non. Georges Simenon. Non, Je dis n'importe quoi, j'ai droit. Oui. Un Auvergnat du Nord, hein. Ouais, mais ça fait rien. Il était belge, il vivait en Suisse. Qui n'était pas du tout de l'académie, il était de sa campagne, il venait de temps en temps à Paris, il publiait de bons bouquins qui se vendaient pas à des milliers d'exemplaires, mais on s'aperçoit aujourd'hui que c'est un des meilleurs romanciers français. Il est mort vieux, pas tragiquement. Non, excusez-moi. On ne sait Ça vous pas. arrangerait qu'il soit fait renverser par une Il voiture? faut avoir des précisions un peu sur l'homme, parce que là, vous prenez au Ouais, dans dépourvu. l'Auvergne, il y a à part Auvergne. Michelin à Clermont-Ferrand. Est-ce qu'il avait des opinions politiques très Non, marquées? Michelin, c'est pas lui qui a écrit Non, Le même mystère pas. de la chambre à air. Alors, Qui pneu le plus, pneu le moins. il disait. attendez, je vais vous donner, mais alors c'est exceptionnel. Merci beaucoup, Philippe. Parce qu'il s'agit effectivement d'un écrivain que vous ne connaissez peut-être pas, et puis bon, vous êtes tellement désarmé sur le plan littéraire. Ça, alors là, C'est vrai. payant, c'est J'avoue, payant qu'on va en prendre dans la gueule. Il se prénommait Alexandre. C'est pas Vialat, parce que... Si, Ah, bah voilà, c'est bien il a dit. Auvergnat, Vialat. Mais si, il était d'origine auvergnate. Bah, Vialat, c'est un Auvergnat. Eh C'est ben, bravo. fabuleux, c'est aussi beau que du blondeur. Hein, c'est formidable. Magnifique. Bon, eh ben, bonne réponse de Carlo. Non, madame... Elle l'a dit, Marie-Claude? C'est moi qui l'avais dit. je dis c'est pas Vialat, non, je dis c'est sûrement pas Vialat, parce que Vialat, c'est magnifique. Question de Monsieur Romain de Nice. Comment les femmes qui travaillaient à l'élevage des vers à soie faisaient-elles éclore plus rapidement les nymphes et les Elle les chrysalides? chauffait entre leurs seins. Oui, exactement. Et les Comme un réchauffaient pendant plusieurs semaines, ou entre leurs seins, ou sous leurs jupons. C'est comme ça que j'ai appris le bonheur d'avoir un verre à soie. Bonne réponse de Carlo. Le verre à soie étant plein d'un liquide légèrement alcoolisé, bien Oh sûr. non, c'est à base de plantes et c'est d'origine écossaise. Mais le verre à soie a souvent été élevé à la bière pour accentuer son envie de tisser. Oui, on a. Mais en Belgique, c'est uniquement à base de verre à moi. Je ne veux pas le donner aux autres. Oui, je fais du tissage avec des verres à moi. J'ai tissé partout hier soir. J'avais trop bu des verres à moi. Carlos, raconte-nous l'histoire de ce type qui travaille dans une brasserie qui est tombé dans un grand baril de bière. C'est terrible. Non, mais c'est Albert. Hein. C'est Albert qui travaille depuis 43 ans dans une brasserie. Ça aussi, c'est là, j'ai raconté 3-4 fois. Et malheureusement, Albert glisse un jour et il tombe dans le brassin. Hein, 3750 litres de bière. Et malheureusement, il meurt. Et le directeur de l'usine, qui connaît bien la famille, c'est un petit village, il dit comment je vais annoncer ça à sa veuve, il faut que j'y aille. Et elle arrive, il dit, dites-moi, Micheline, oui, Gérard, qu'est-ce qu'il y a? Mon mari va bien? Mais il est arrivé un grand malheur à Albert. Qu'est-ce qui est arrivé à mon Albert? Mais il est mort, mon Albert. Mais comment ça? Il est tombé dans le brassin de bière. Oh là 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 là, mais c'est terrible. Il est mort, mon Albert. Est-ce qu'il a souffert? Il dit non, ça je peux te dire, 3 fois il est sorti pour pisser. Merci. Ça me rappelle l'histoire de Oui, ce petit juif qui apprend, qui doit annoncer la mort de Jacob Blumenfeld à sa femme, enfin sa veuve. Oui. Il frappe à la porte et fait oui, Madame Veuve Blumenfeld. Elle ouvre la porte et fait ah non, Madame Blumenfeld, pas veuve. Il fait vous pariez combien? Pourquoi le cerf frotte-t-il l'extrémité de ses andouillets sur les arbres? Pour marquer son territoire. Non, pour enlever ses velours, pour permettre aux peaux de tomber. À la Oui, peau mais qui enfin- recouvre l'os. Et qu'est-ce que c'est que ce velours? Moi, Madame Borin de Bougival, qui est allée plus loin que vous. C'est bien pour ça, pourtant. Pour marquer son territoire aussi, mais en fait, Il c'est pour façonne enlever bien le les velours. andouillets pour en faire être des pointu, magnifiques pour les faire porte-manteaux. tomber. Pour mettre un béret avec 2 trous. Oui, ça c'est bien l'histoire Des du coquilles. béret. Là, ils astiquent. Attendez, le béret uniquement pour les cerfs anciens combattants. hein. Ah bah oui. Alors, Marie-Claude. Alors, Pour faire Macha, tomber, c'est- Macha, vous avez... Moi, je dis pour qu'il soit plus aiguisé.
Oui. Alors, Et là, je crois que Moins madame a raison, perturbable c'est pour faire tomber la peau qui recouvre au début de la pousse. Alors que le satire du bois de Boulogne frotte son andouillette, lui, contre les arbres. eh bien, exactement. Voilà la bonne réponse, car l'excite. c'est une zone érogène chez le cerf. Peut-être que madame... Et c'est la masturbation du cerf, dit Madame Borin. Hein. Bon, je parle sous son contrôle. Oui, C'est-à-dire sans aucun contrôle. C'est vraiment exclusivement sous son contrôle, scientifiquement, parce à mon que là, avis, de Madame Borin. Il taillait Parce son que crayon. c'est une grande première pour le cerf, que ce soit une zone Vous érogène. pensez pas que le cerf est un peu masturbateur sur les bords? Ah oui, mais Tous les animaux il sont fait masturbateurs. comme tout le monde à ce moment-là. Pourquoi voulez-vous que ça se passe sur la tête? Quand on se masturbe, c'est rarement sur la tête. Moi, j'ai connaissez- connu des hommes qui adorent être grattés sur la tête. hein. Oui, En ça c'est général. vrai. T'as toujours trouvé des cas spéciaux. Alors, je voudrais quand même vous lire l'appendice de la réponse communiquée par il y a Madame une appendice Borin. aussi. Chez le cerf, Oui. la zone des andouillets est aussi érogène que celle des seins chez la femme. Eh bien, écoutez, je souhaite Alors, avoir des il cornes. y a une grande discussion parce que les seins, c'est encore du Non, puis pipeau. hein. je voudrais fâcher personne, mais c'est de l'os. Alors gratter un os, je vois Madame, pas qu'est-ce que vous croyez que c'est chez nous? L'os pénien, cher C'est monsieur, vrai qu'Henri voyons les IV, choses Henri en IV a face. dit jusqu'à 30 ans, jusqu'à 40 ans, je croyais que c'était un os. À un moment donné, on se rend compte que ça n'en est pas un. Mais il y a des animaux qui ont des os péniens, comme les chiens ou des animaux comme ça. Moi, j'ai un os Enfin, court, bon. au secours! Alors, admettons que vous avez donné la bonne réponse, mais que la précision de Madame Borin Voilà. enrichit vos connaissances, cher docteur, et on vous applaudit toutes les deux. Est-ce que, Philippe, je peux me permettre de raconter cette histoire que j'ai racontée 9763 fois ici sur le cerf et les Belges, la chasse au cerf? Oui, elle est en situation. Maintenant, vous voyez... Oui. Et puis c'est vrai que quand on l'a pas entendu pendant une semaine, on se languit. Je ne l'ai pas entendu. Ah, ma puce, alors voilà. Exclusivement pour moi. C'est un Belge qui habite les Ardennes et qui appelle son ami qui est à Bruxelles. Il dit: qu'est-ce que tu fais ce week-end? Il dit: je m'emmerde. Et alors il dit: bah viens une fois, on chasse au cerf avec moi en Ardennes, c'est beau. Tu vois, c'est beau les Ardennes, c'est une bonne idée. Il dit: en plus mon garde-chasse a repéré un gros cerf. Ah bah oui, je viens alors. Il met son chapeau avec sa petite plume et il prend sa Mercedes et il va dans les Ardennes. Ça va, toi ça va bien. Il s'en fout plein la lampe le soir, il se boule plein. Et le lendemain matin, très tôt, ils sont là, le cerf passe, poum poum, ils le descendent. C'est une très belle bête. Ça, c'est une belle bête. Ça, je suis fier. Le garde-chasse nous a pas menti. Bon, c'est pas tout ça, on va le ramener. Et ils prennent par la queue, ils commencent à tirer. Et au bout d'une heure, ils s'arrêtent, ils ont fait 200 mètres. Je dis: donc, c'est dur, qu'est-ce que c'est? Oh là là, c'était incroyable. Il y a un type qui passe, il dit: monsieur, c'est vous qui avez tué le cerf? Je dis: oui, monsieur, nous sommes assez fiers, c'est une belle bête. Oui, c'est une trop jolie bête. Mais pourquoi vous tirez par la queue qui est toute petite, qui fait 10 cm? Et puis en plus, vous êtes un rebrousse-poil, ça va être très dur. Il dit: je pense bien que c'est dur. De l'autre côté, vous avez les bois. Vous tirez, ça vient bien, et c'est dans le bon sens des poils. Il dit: qu'est-ce qu'on est bête. Merci, monsieur. Tu as la prise? Bien sûr, j'ai la prise. Et toi? Très bien. Et ils tirent le cerf par les bois pendant 5 ou 6 kilomètres, pendant 1 heure. Ils s'arrêtent, ils sont crevés. Et dit: on est fatigué. Oui, mais alors qu'est-ce que ça vient bien? C'est facile, on a la prise, ça vient bien. Oui, mais alors dis donc, qu'est-ce qu'on s'éloigne de la voiture? Ah, ça aurait été dommage de ne pas se le frire. Oui, parce que c'est oui. en place, comme on dit. Ça, c'est comme la Belge qui a chassé un grand cerf, comme ça, qu'il a mis le massacre. Tu sais, la tête avec les andouillets Oui. dans sa maison. trophée. Sur le trophée, oui. Sur le mur, comme ça, il y a un ami français qui arrive et dit: oh, dis donc, c'est toi qui as chassé ça? Je dis: oui, bien sûr, c'est moi qui l'ai chassé tout seul. Et comme le français, il a faim, il va l'heure du déjeuner, fait: et le reste de la bête, il est où? Fait: je l'ai mis de l'autre côté du mur. Très joli. Black de Beuvry. Ah, tiens. Mais ça s'écrit pas. Ça s'arrose. Aux États-Unis, quels sont les lieux où la Constitution ne peut être appliquée, n'ayant pas valeur légale en certains endroits? Les hammams, C'est des endroits publics? Alors, ce sont les asiles de fous. Non. Ce sont des territoires
Chez les Indiens, les réserves indiennes. Les réserves d'indiens. Les réserves indiennes qui sont exclues des lois Il y a fédérales. mieux que ça, Philippe. Il y a encore des Indiens qui s'appellent, j'ai oublié leur nom, enfin c'est là où Geronimo a été mis en résidence avant sa mort, qui se passe dans les Everglades, c'est-à-dire Miami, ce coin-là, Floride, où ils n'ont pas encore négocié leur territoire avec les États-Unis. Et ils vont leur prendre des millions et des millions de dollars. Et ils sont très méchants parce que un jour, j'avais envie de faire pipi. J'étais donc Tipi chez les J'allais Indiens. te faire tipi, oui. Enfin, j'étais avec un chapiteau. Un copain à moi. Cheyenne de vie. Je piqué, je commence à être sioux. et les mecs, ils n'ont pas voulu que je pisse. Mais j'ai dit, mais je vais acheter une des merdes, là, parce qu'ils vendent des conneries, quelquefois des trucs beaux, quelquefois des... Non. Dehors, le blanc. Ils ont failli me tirer. Blanc, mais alors donc, vous aviez pas bu ce Comme jour-là. j'étais un peu jeté, j'ai voulu pisser dehors. Le mec, il est sorti avec le fusil à pompe. J'ai dû pisser dans la voiture. Ah, dedans. De location. Je parle de la voiture. Ah bah dis donc. Ah non. Et alors, Everglades City, un endroit magnifique où il y a 10,000 islands, c'est-à-dire 10 000 îles, sur 342 habitants. Ils en ont arrêté pendant que j'étais là 156, dont le shérif et 2 adjoints. Pourquoi? Parce que c'est des petites îles avec des mangroves, des petites îles comme ça perdues dans la baie du Mexique. Et eux seuls savent se démerder en bateau, reconnaître. Et les avions qui venaient de Colombie balançaient les trucs là-dedans, ça flottait, et eux seuls pouvaient les retrouver, les machins. Et ils ont arrêté la moitié du village, le shérif et ses adjoints pendant que j'y étais. Mais c'était un endroit quand même fort sympathique. La drogue, hein. Mais Moi, c'est je que vais pas faire le... c'est les Apaches le sont inventeurs panégyrique. du camembert de Normandie, hein. Oui. Ah oui, parce que, en fait, tu dis vache comment en anglais? Cow. 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 Et fromage? Cheese. Bah, cow cheese, c'est bien Apache. Hein. Moi, j'ai connu un Indien homosexuel, on l'appelait tourner la page. Philippe, une question, parce que ça dégénère. Non, parce que c'est une histoire qui mérite ensuite un certain silence, parce qu'on Ça fait réfléchit mal, vous vous souvenez à la fois à la dure condition de l'Indien homosexuel, mais à la vôtre aussi. Indien vaut mieux que de Tuloras. Et voilà. Parce que la tribu des Tuloras sont très très méchants. Mais vous savez qu'ils sont très avares. Chez eux, un sioux, c'est un sioux. Hein. Bien sûr. C'est une histoire Dans cette idiote Cheyenne qui de se ville. passe chez les Indiens, comme ça, dans le Grand Nord canadien, au temps de la conquête de l'Ouest. Il y a un pionnier qui est là. Il a construit une magnifique cabane dans les bois. Il a sa femme, ses 3 enfants qui sont là. Il dit, voilà, j'ai installé ici, en haut du chalet de cette cabane, une cloche avec laquelle je vous demande de sonner si jamais il y a quelque chose de grave qui arrive d'important. Oui, chérie. Oui, papa. Pour les enfants. Il part à la chasse. Il traîne un petit peu, il voit des lapins qui ratent avec son grand fusil. Tout d'un coup, il entend... Oh, quelque chose de grave est arrivé, il fonce. Il arrive à la cabane. Chérie, ça y est, le repas est prêt. Oh merde, écoutez, j'étais en train de chasser. Je vous ai dit de sonner pour des trucs importants. Voilà. Bah, c'est important de manger. Oui, mais enfin bon, je veux dire grave, quoi. Oh bon, alors, il commence à manger, bon, la soupe à la grimace, il repart à la chasse. Putain de lapin, je vais l'avoir ce coup-ci. Il repart dans les bois. Je vous ai dit important la cloche, hein. Rien d'autre. Ouais, d'accord. Il repart. Le lapin sort de son terrier. Béling. Oh, c'est pas vrai. Il y a quelque chose de grave. Il fonce à la cabane. Il arrive. Chérie. Allez, c'est l'heure d'aller au lit maintenant. C'est le dîner maintenant. Oh, mais c'est pas vrai. J'allais avoir ce lapin. Je vous ai dit des trucs importants. Mais c'est important de dormir et puis de manger. Oh, il m'énerve. Ah. Il rentre dans la cabane, il mange. Il se couche. Un petit câlin. Non, je boude. Il s'endort. Le lendemain matin, il se lève. Bon, je retourne à la chasse. Je vous ai dit, pour rien d'autre que quelque chose de très grave, la cloche, hein. Dîner, déjeuner, tout à l'heure, c'est pas grave. Oui, mon chéri. Oui, papa. Bon, part à la chasse. Voilà le lapin. Il le tire. Pan, lapin. Et la cloche. Déling. Oh, ça va. Ouais. Oh, c'est un cerf. Pan. Déling. Ouais, d'accord. Là, bon. Oh, un oiseau. Là, bon. Déling. Plus rien. Ah, il dit, bon, je vais y aller voir quand même. Bon, il arrive. La cabane en cendres. Les Indiens ont massacré la famille, les enfants sont avec des flèches, la femme, des coups de hache. Ah, bah voilà, ça c'était grave.
C'est ça l'émission, tu vois, c'est des conneries en fait. Faut rien foutre des questions. Non mais c'est pas la première fois qu'elle vient. C'est la première fois que vous la rencontrez, c'est pas une petite nouvelle. Vous permettez, Philippe, d'inviter quelqu'un pour la première fois Ben oui, je lui ai dit, vous connaîtrez plus tard le gros de la troupe. Le gros de la croupe. Mais quand ils parlent des choses du sexe, ils sont admirablement romantiques. Et vous savez pourquoi, à mon avis, c'est parce qu'ils sont hypocrites. Qui cachent les choses simples de la beauté, de l'amour et de la tendresse à travers des phrases, des périphrases, pour pas dire, tiens, je t'en mettrais bien plus. Ah, mais c'est pas joli. Oh, jolie perle de mon cœur, je s'appuierais bien avec la plume de mes yeux. Non, je crois qu'il y a un fond de courtoisie qu'atteste d'ailleurs la vieille expression polir le chinois, qui quand même... Non, il faut durer, c'est tout. Vous prenez donc le chinois, je vous invite. Quoique si c'est une Alsacienne qui vous dit... Oh, mais elle a le nœud sur la tête. Oui. Pourquoi voulez-vous qu'elle aille ailleurs? Quand l'Alsacienne vous dit la vie est une dure lutte... C'est pas tellement qu'elle le dise, mais qu'elle le fasse. Moi, je pense que vous avez, de ce côté-là... Je suis content, vous avez bien fait l'affaire. De Dieu. Ça, c'est sûr. Pardon, excuse-moi. Oui, c'est grave. Bon, on arrête les cochonneries. C'est très joli. Oui. C'est un PDG suisse. Puis il est complètement traumatisé parce qu'il est stressé. Il est stressé. Les ouvriers le font chier, sa femme le font chier, les enfants le font chier, les impôts le font chier, puis la Suisse fait un peu chier aussi. Alors il décide des endroits tranquilles, puis de faire son bonheur, aller à la pêche. Puis il choisit un endroit du lac Léman où il n'y a personne. S'il connaît, il a repéré, il est né là. Un endroit où il n'y a personne du lac Léman, puis avec ses petites cannes à pêche, avec son vélo, il s'installe avec ses petits verres, puis il pêche, puis il est heureux. Il regarde son bouchon, c'est une forme d'hypnose. Il est heureux comme tout, là. Puis l'espèce de sourire banane qui s'installe, il est bien. Puis un con commence à tourner autour de lui. Il fait semblant de ne pas le voir, mais enfin, il le voit quand même. Puis il dit rien. Ça se passe encore 5-6 minutes. Et le con lui dit, alors, on pêche? Il dit, oui, on pêche, oui. On veut être tranquille, on est tranquille, parce que on est un PDG, on veut se déstresser, on est heureux. Puis, il y a 15 minutes qui se passent, il fait, alors, on pêche, quoi. Il dit, oui, on pêche, mais on commence à être énervé parce qu'on voudrait pêcher tranquille. 20 minutes, il fait, alors, on pêche. Il n'en pêche plus, puis il range tout, sa canne à pêche, son machin, il met tout ça dans son petit vélo, puis il part. Il dit, on pêchait, mais on pêche plus, il part en vélo. Puis il se retourne quand même une fois, puis il voit le mec, il fait des grands signes. Il dit à 100 mètres, des grands signes. Il dit, qu'est-ce que c'est que ce con-là, il fait des signes pour que je revienne. J'ai peut-être oublié quelque chose, il regarde, j'ai mes cartes de crédit, j'ai rien oublié, moi. Non, puis il continue, il fait encore 100 mètres, il se retourne, il voit le mec qui est debout sur un banc, il fait des signes, reviens. Il fait encore 100 mètres, il dit, mais j'ai dû oublier un truc. Il faut que je revienne, il se retourne, le mec, il est là, encore monté plus haut, il fait, reviens. Allez, revient en vélo, il fait les 300 mètres, et là, quand il arrive vers le mec lui dit, alors, on fait du vélo. Les dames aiment beaucoup. Ah oui. C'est joli, c'est charmant. C'est une très belle histoire. Rapin, qui est Abou El Hok. Ça s'écrit en 3 mots. Est-ce égyptien? C'est le nom de Laurent d'Arabie? Non, pas du tout. C'est bien avant. C'est l'homme qui voulait être roi? C'est Moïse. Non, et on le connaît sous un autre nom. Jésus-Christ? Non, attention, nous sommes au temps de l'Égypte ancienne. Donc il est obligé de venir d'un autre pays. C'est Toutankhamon? Non. C'est un personnage Tout en camion? C'est mythique, et c'est sans doute le plus mystérieux qui soit apparu. Mais attendez, c'est pas un mythe. C'est un mythe, mais qui était concrétisé dans la pierre. Ah, c'est le Sphinx. C'est le Sphinx. Ah, oui. Bonne réponse de Guy Montagnier. C'est le Sphinx. Qui a été après une charmante maison que Carlos a dû fréquenter. Non, je n'avais pas votre âge, Philippe. C'est vous qui m'avez tout raconté. J'ai vu les photos avec vous petit, en sortant de l'école avec votre culotte courte, aller au Sphinx, avec des chansons anciennes, dans la façon Régiane ou Marjane. Enfin, à l'époque, c'était Damien. Laissez passer les goélands. Et vous étiez heureux. Je sais que vous étiez heureux. Cette époque-là, vous la regrettez énormément, Philippe. C'est une jeune femme un petit peu simple et vernaculaire qui, pour quelques sous, vous donnait de la tendresse et du bonheur et l'illusion d'être un homme de qualité que vous êtes maintenant devenu, peut-être grâce à ces petites manipulations manuelles dans un bidet quand vous étiez enfant en sortant au 6e.
Ça me rappelle les meilleurs moments de Kersozon, hein, là. Écoutez, pour l'instant, il est en mer, il m'a laissé la clé. Et je lui souhaite bon vent, la vieille. Kersozon, j'ai trouvé un truc très bien pour Kersozon. Ben justement, tiens, c'est ce que tu viens de le dire. Écoute, j'ai trouvé une jolie phrase pour Olivier. Tempête en y allant, t'en chies en revenant. Ah, ça, j'ai une très jolie petite histoire. C'est deux gentlemen anglais dans un train. Yeah. Pourquoi anglais d'ailleurs? Deux gentlemen comme vous. Un dit à l'autre. Ils sont un peu. Putain, je demande à boire, c'est tout ça. J'ai envie de scotcher. Ils sont un peu comme ça. Il dit, monsieur, mais est-ce que par hasard vous auriez lâché un paix? Et le monsieur dit, mais bien entendu, monsieur. Vous n'imaginez pas que je sens toujours mauvais comme ça? C'est très joli. Ah, quand la princesse s'y met, Très belle. elle flatule aussi. Ah, très joli. Il y a deux marins qui se promènent dans la rue, vers Pigalle, et ils tombent sur Glita. La grosse pute Glita qui fait le trottoir. Bonjour madame, voilà, on voudrait faire des galipettes. Bien sûr mon petit, bien sûr, y a pas de problème, tu montes. Oui, bien sûr, je monte. Seulement le problème c'est que je ne suis pas très habitué à faire l'amour à terre. D'habitude nous faisons l'amour en mer, mon second et moi. Ah oui, ça c'est vrai capitaine, alors en mer... En mer, vous faites l'amour en mer, avec quoi? Vous trouvez des filles en mer? Non, on trouve des phoques. Et quand il n'y a pas de phoques, il y a mon second. Eh ben je préfère quand il y a des phoques. Bon alors, est-ce que tu peux me faire l'amour à terre? Bah oui, bien sûr, je peux même te faire la mer, si tu veux. Bon d'accord, alors tu vas me faire la mer pendant qu'on fait l'amour. Allons-y. Une hirondelle ne fait pas le printemps, on va voir si une morue peut faire la mer. Bon, il monte avec elle, et puis le second, il attend. Le mec redescend. Alors, mon second, tu ne t'es pas trop embêté? Oh non, capitaine, ça a été... Alors, est-ce qu'elle vous a fait des trucs? Ah oui. Elle m'a fait la mer, extraordinaire. D'abord, elle m'a fait mettre à poil et au lit. Et puis elle a pris une cigouine. Elle a commencé à couper les pieds du lit, ceux qui sont en diagonale. Alors évidemment, le lit a commencé à bouger. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est bancal, le lit est bancal, là, ça bouge. Elle fait, je te fais la mer. C'est le tangage. Oh, dites donc, c'est astucieux, ça, capitaine. Et après, capitaine, alors après ça, elle a ouvert le frigo. Elle a pris une canette de bière, elle l'a décapsulée, bien agitée, et au-dessus du lit. Alors je lui ai dit, mais ça va pas, qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, quoi, je te fais la mer, c'est les embruns. Ah, ça c'est astucieux, le capitaine. Et après ça, la voilà qui monte à poil sur le lit, et qui me balance une flatulence à décoiffer un gorille. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Elle me dit, quoi, je te fais le tonnerre, hein, c'est l'orage, c'est le tonnerre en mer. Ah, c'est astucieux, hein. Ah oui, c'est ça, j'allais le dire. Bon alors, capitaine, alors, vous avez forniqué, oui ou non? Bon, non, penses-tu, avec un temps pareil. Elle raconte beaucoup d'histoires, Philippe. Des questions un petit peu, là, parce que... Les gens sont là pour se cultiver, ne l'oublions jamais. Mais la bonne histoire fait partie de la culture puisqu'elle relève de la tradition orale. C'est vrai. À propos d'oral, j'ai connu une... Question de Madame Ménard. Où trouve-t-on un marsupium? Oh bon, non, monsieur, c'est très facile. Le ventre du kangourou. Oui. Voilà. C'est la poche ventrale. La poche ventrale. Du kangourou, n'est-ce pas? Kangourou et de tout autre marsupial. Voilà. Oui, il y en a. Genre koala et autres. Bonne réponse de Macha Meryl, confirmée par Marie-Claude Bonnefoy. Alors, cette poche, elle est climatisée, en quelque sorte, pour permettre le... Climatisée, la température du corps, automatiquement. La fin de la grossesse se fait dans le Il n'y a pas de grossesse, pratiquement. Il y a à peine 15 jours dans l'utérus de la maman, et il sort sans placenta, il rentre directement dans cette poche. C'est-à-dire, si c'est un kangourou, le bébé, c'est grand à peu près comme une noisette. Mais ça, c'est à l'initiative du bébé, c'est pas la maman qui l'appelle en disant viens dans la poche. Absolument. De toute façon, il y en a déjà un autre en réserve en plus, parce qu'elle va copuler, pardon, cher ami, car je sais que ça vous choque beaucoup. J'adore faire l'amour avec les kangourous, le problème, c'est que j'ai fait très mal aux genoux quand je saute. Et donc, à un certain moment, l'accouchement est déclenché effectivement par le petit, qui va dégringoler du bas, remonter vers cette poche qui est très difficile, mais entre-temps, elle a préparé la
remonté, elle a léché longuement, donc il s'accroche avec 2 petits bras ébauchés, il tombe enfin dans la poche, et à ce moment-là, là, il s'accroche, c'est une énorme tétine qui reste, et va rester comme ça 3-4 mois, uniquement accroché cette tétine. C'est sans autre exemple dans le règne animal. Ah bah c'est uniquement en Australie et un peu en Amérique du Sud, c'est parce que c'est ce qu'on appelle la dérive des continents, c'est-à-dire que ce sont des continents qui se sont séparés bien avant, et ce système qui est primaire a pu se développer. Voilà. Les petits, pas les mêmes. Il y en a quelques-uns, oui, les opossums et autres genres de choses. Il y a, comme pour les autruches, il y a les émeux. Voilà. C'est-à-dire que c'est plus archaïque. Nandou. Non, mais oui, il a voyagé, c'est pas un monde. C'est un abrégé en tout. Et vous avez déjà vu alors le bébé kangourou? Et je l'ai d'autant plus vu qu'une fois, comme ça, au zoo, il y avait un bébé kangourou qui était tombé, et la cigogne qui ignorait que c'était un bébé kangourou, le mâle ayant bousculé une femelle, il est tombé de la poche, c'était grand comme ça à peu près. Et effectivement, la cigogne s'est dit, tiens, une souris. Non, mais nous sommes intervenus, et il a fallu l'élever en couveuse, et c'est très compliqué parce qu'il y a ce système de mamelles, effectivement, auquel il veut être accroché, et qui ne s'est pas tété, puisque ça coule automatiquement. Donc il a fallu qu'on invente un système de torchon pour le mettre dedans. Moi, je travaille en Australie aussi avec des gens qui le font comme ça, il y a un système qui fait pression pour que le lait s'écoule continuellement. Et il faut les essuyer en continu parce que... C'est-à-dire que c'est dur à téter une cigogne quand même. Vous savez qu'en Belgique, ils ont réussi, il y avait un problème de surnatalité, et ils ont massacré toutes les cigognes, et maintenant ça va beaucoup mieux. D'où ça vient cette légende des enfants qui amènent les cigognes? Parce que dans les choux, c'est les garçons, dans les roses, c'est les filles, mais pour les homosexuels, ils n'ont jamais pu savoir quel genre de... C'est pas les enfants qui amènent les cigognes, c'est le contraire. Question de M. Zervinski, une question qui relève de l'éducation civique ou de ce qu'il en reste. À quel droit accédait-on autrefois lorsqu'on payait un impôt appelé le cens? C-E-N-S. Moi, quand on avait le droit de prendre le sens sans dire que ça mobilette. Alors, C-E-N-S. oui. Étymologie, elle est grecque ou elle est latine? C'est latin, il n'y a pas de doute. Et d'ailleurs, c'est un usage qui remontait à la Rome antique et qui a perduré jusque sous la Restauration. Donc c'est une histoire de nourriture. Non. La restauration. Oui, la restauration française, monarchique et pas alimentaire. Là, le sens... L'immunité parlementaire? Non. Le mot parlementaire n'est pas malvenu. Civique. On avait le droit de faire quelque chose qu'on n'avait pas le droit de faire. D'abord, il faudrait savoir... À partir de quand il y avait un parlement pour commencer? Quel était le sens de l'impôt qui s'appelle CENS, sens? Autrefois, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, on paye un impôt qui s'appelle le sens. Autrefois, ça veut dire quoi? Autrefois, j'ai dit sous la Rome antique, puis sous différents régimes. Moi, je suis très romantique. Et si vous voulez mettre quelqu'un sous la Rome antique, il va être mal, parce que je fais 135 kilos. Et bon, et puis débrouillez-vous. Comme une espèce de redevance? Pourquoi? C'est une espèce de gabelle. Non, c'est pas une gabelle. C'est un impôt. C'est un impôt que ne payait pas tout le monde et qui donnait à ceux qui le payaient un privilège. Est-ce que c'était aux sénateurs ou aux plébéiens? À l'époque de Rome, est-ce que c'était pour les gens nantis? Bien sûr. Donc c'est les riches qui payaient un truc pour en droit de faire. Encore une fois, c'était un impôt non seulement de riches, mais de super riches. Et cet impôt a été supprimé parce qu'on le jugeait antidémocratique. Bon, c'est ce que je dis, c'est ne pas faire la guerre. Qui payaient un truc pour pas que les pauvres n'aient pas le droit de faire. D'avoir des esclaves, des serfs, Non. Une autorisation de faire quelque chose que les autres n'avaient pas le droit de faire. Voilà, ils étaient privés des serfs. C'est-à-dire qu'ils achetaient avec l'impôt un droit qui est aujourd'hui accordé gratuitement à tout le monde. Bon. C'est pour rentrer à la cour? Non. De rentrer quelque part, de rentrer dans un... Droit de vote. Le droit de vote. Ça s'appelait le suffrage censitaire. Ah, censitaire. Bonne réponse de Guy Montaigne. On aurait dû le trouver avant. Philippe, vous deviez nous trouver bien ballot. Pas du tout. Si, parce que le suffrage censitaire, on aurait dû y penser. Mais non. Vous avez mis sur le chemin très gentiment, avec votre immense science et vos fiches que vous avez devant vous. Et nous, comme des cons, on a traîné 2 minutes, c'est terrible. Moi, je demande... Non. Je m'excuse auprès de Madame RTL. On aurait dû trouver beaucoup plus vite. Pardon, Madame. Ça s'arrose, hein, ça. Vous savez, moi, j'arrête pas d'arroser, hein. À vaincre sans baril, on triomphe sans boire. Sénac, pourquoi appelle-t-on des plaques minéralogiques les plaques d'immatriculation des véhicules?
elles étaient au départ fabriquées... Aux mines, c'est parce que ça vient... Ça vient des mines. Et oui, c'est le service des mines qui les délivrait. Et toujours maintenant. Vous savez que j'ai voulu, en revenant de Thaïlande... Vous avez été en Thaïlande, Philippe? Souvent, je vous ai vu dans un pouce-pouce. C'était une fois. Et j'en suis pas encore revenu. Ça m'étonne pas de vous. Vous avez été au Darling? Oui. Ah, oui, on m'a parlé de vous. Oui, bah bien sûr, j'ai mes photos. Le Darling, c'est à côté de la Panthère Rose, c'est à Patpong. Il y a un monsieur Patpong, qui est un vieux chinois, qui loue tous ces 3 rues, qui se croisent. Et à côté, il y a là où va Philippe Bouvard. Bien sûr, il y a une stèle, avec non seulement une stèle, mais une plaque en argent qui est très belle. Ici, Philippe Bouvard a eu ses premiers orgasmes. C'est très joli. Mais... Monsieur Patpong dirige toute cette espèce de choses et je ne me souviens pas du tout pourquoi je vous disais ça. Là, c'est ça aussi les grosses têtes. Et je vais vous dire, j'ai un trou aussi, je sais plus pourquoi je vous ai invité. Merci, Carlos. Non, je suppose que c'était encore une petite cochonnerie. Ah, oui. C'était le service des mines. Le service des mines. J'ai voulu ramener de là-bas, si vous avez été en Thaïlande, vous savez qu'il y a un truc qui est très marrant, ce genre de taxi qui s'appelle les tuk-tuk. Bon, une espèce de moto. Avec derrière... une mobilette, quoi. Non, tu peux être 3 derrière, tu vois, c'est une espèce de... Comment ça s'appelle? Bon alors, je monte à 3. Un tricycle. Un tricycle à moteur, 326 cm3. Je tiens bien dessus. Je vais donc, avec une copine à moi, au service des mines, et la rue de Flandre, et je tombe sur un vieillard qui ressemble à un crapaud plein de sueur, dans un bureau avec des armoires en fer. Je ne sais pas qui a dessiné ça, mais je ne raconte pas. Il me dit, bonjour monsieur. Je dis, voilà, je voudrais ramener des tuk-tuk parce que c'est sympa, je pense pouvoir vendre ça beaucoup, c'est drôle, c'est chouette, c'est en plein air, il y a une moto devant, puis il y a 3 places derrière, c'est joli, c'est marrant, ça s'allume, ça vaut 13 000 balles. Il dit, combien centimètres fait votre machin? Je dis, 326. Il dit, alors, ce n'est pas un tricycle. Je dis, si monsieur, non. Pour la loi française, c'est une auto. Bon. Je dis, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons pratiquer sur chaque endroit de l'insertion des ceintures de sécurité obligatoires pour la loi française à une pression de 2 tonnes. Si vous l'avez plié en 8, il faut en prévoir au moins 4 ou 5. Si tu t'assieds dedans, ça va être plié en 8 de toute façon. Hein. Donc on ne peut pas. Il faut se méfier de ces mesures administratives parce que ça fait terriblement tomber l'ambiance. Hein, regardez. Non, mais c'est pas... Non, attention, c'est pas qu'ils s'en foutent. Ils sont tout à fait concernés par ce que je viens de dire. Vous savez, le public, Philippe, vous ne connaissez pas bien. Quelquefois, il se marre parce qu'on veut dire des conneries. Et quelquefois, il est quand même intéressé par des choses que je lui apporte personnellement. On le sent. Et le nombre de lettres que je reçois, disant, vous, Carlos, au moins, de temps en temps, vous faites avancer la chose façon schmilblick. Vous pouvez pas le savoir. J'ose pas vous les montrer parce que vous bouleversé. Vous les avez souvent fait avancer, vos choses, hein. Oui. Regardez comme ils ont été... Mais ça vous intéresse pas ce que je dis? En plus, si. Et en plus, ils sont tous passionnés par l'importation des véhicules à 3 roues. C'est un sujet qu'on traite pas suffisamment. Vous les faites rire, et moi, personnellement, cette émission, depuis le temps que je la fais, je pense pouvoir apporter au peuple français des informations. Oui, énormément. Et alors, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je ne vois pas ce que je fais ici. Non, mais... Messieurs les censeurs... Hello. Il n'y a que vous qui pouviez aborder un tel sujet. Je vous remercie. Cela dit, il y a beaucoup de choses à dire sur Bangkok, hein, qui sont quand même plus affriolantes. Ah oui, je vous en prie, on peut y aller quand vous voulez, mais je connais bien l'endroit. Et d'abord, dans Bangkok, il y a Bang, qui veut dire qu'il y a des morues, et Kok, qui veut dire qu'il y a des poules. Non mais attends, il ne faut pas se moquer de la civilisation thaïlandaise, parce que quand on parle aux Asiatiques, les Thaïlandais, ils font oh. Parce que les Thaïlandais sont les mecs qui ont été élevés là-dedans, et les femmes thaïlandaises ont été élevées dans le savoir donner du plaisir aux hommes. Dernière citation de Madame Varin. Qui a donné... On n'a rien fait, Philippe. Il y a eu 2 questions. On n'a même pas eu le temps d'en boire plus de 2 ou 3. Oh, bah alors c'est bien. Qui a donné cette définition du médecin? C'est quelqu'un qui verse des drogues qu'il connaît peu dans un corps qu'il connaît encore moins. Oh, c'est Molière. Molière? Non, c'est un peu plus tard que Molière. Beaumarchais.
Non, mais il a dû connaître Beaumarchais. La Rochefoucauld. Non. Diderot. Alors il a... Voltaire. C'est Voltaire. Bonne réponse de Macha Merrill. Bravo. Merci. À la prochaine.